Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut à tous, c'est Radio Diagonale. On se retrouve pour le débrief de la 22e journée de Ligue 1. On n'était pas là pour la 21e, on n'était pas là pour la Coupe de France. Voilà, désolé, on ne choisit pas nos matchs. Mais quand même, vous le voyez bien que cette saison est un petit peu en roue libre du côté des joueurs dans un contexte particulier. Bon, nous aussi, on fait un peu à la carte. On n'avait pas spécialement envie de débriefer une victoire, Quentin, mais finalement, ça tombe plutôt bien, ça tombe sur nous. Salut Quentin. Ouais, exactement, salut. Alors moi je trouve que si on choisit, clairement on choisit nos matchs. Il n'y a pas de... Clairement ouais. on savait avant Nantes, on s'est dit, allez, il y a toujours moyen, Nantes c'est jamais très fort. En tout cas récemment, on n'a pas eu trop de déroutes contre eux, donc allez, on peut se dire qu'on a l'espoir de remettre un petit pied à l'étrier, d'avoir une victoire. Mais bon, c'est vrai que... Oui, mais bon, le contexte, débrief, il y avait rien de sûr, il y avait rien de... Voilà, hier soir, on n'était finalement pas assez pour pouvoir enchaîner. À cause des JO d'hiver, ça prend beaucoup. Ouais, Et danse avec les stars. Danse avec les stars aussi, ça... Ouais. Donc ouais, c'est compliqué en interne, vous voyez, pour trouver la motivation, mais bon, on est quand même là. Et donc, on va débriefer cette victoire 3-1 de Monaco, qui poursuit finalement une série, on va dire, en Ligue 1. Puisqu'elle a été entrecoupée par cette défaite à Strasbourg, mais une série d'invincibilité. Donc voilà, on va revenir sur ce match et cette victoire où Adingra avait marqué le premier but de Monaco et a enchaîné très rapidement. C'est venu comme le ketchup avec ce deuxième but, et enfin Zakaria qui, en fait, en 10 minutes, il y a eu 3-0 jusqu'à ce que 111 ne réduise la marque juste avant la mi-temps, puis ça s'est terminé comme ça. Quentin, du coup, ton j'aime pas. Ça y est, t'as fait le débrief, t'as tout résumé. Bon, écoute, moi, mon j'aime... Je t'ai dit qu'on allait être expéditif. Non, j'ai... Les top et flop, du coup. Écoute, non, mais moi, tu vois, j'ai pas vu Nice, j'ai un peu vu Strasbourg quand même, parce que je m'étais intéressé quand même à l'issue de ce match, et surtout à nos sœurs en Coupe de France, qui nous passionnaient quand même un peu, parce qu'on pouvait se dire qu'on pouvait aller faire un résultat. Voilà. Oui. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, et c'est vite retombé depuis la victoire face à Rennes. Et on va pas se cacher que là, vu le match à Nice, on n'était pas dans un mood de fou. Moi, j'étais quand même content de la première mi-temps qu'on a proposée. Alors, ça reste Nantes, mais en tout cas, les envies y étaient. Je trouve qu'on avait peu de déchets, on a bien géré les attaques, on a bien mis le pied sur le ballon, et surtout, on s'est procuré d'énormes occasions, un énorme temps fort, en fait, qui s'est conclu, heureusement, en fait, par un but. Et il fallait une erreur nantaise pour ça. Et ce but, du coup, c'est Adingra qui le marque, et en plus, il marque le deuxième, comme tu l'as dit, donc c'est un doublé pour ce joueur. Et alors, j'ai cru comprendre que Adingra, c'était un peu compliqué, les matchs, ses premières entrées. Et moi, j'ai pas vu. Alors, je pourrais pas dire. En tout cas, j'ai pas eu d'avis à donner. Là, pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, j'en suis très content. En tout cas, je trouve que ça a été un très bon match de sa part. Et un bon finisseur, en plus. Donc voilà, c'est mon j'aime. Et pour le j'aime pas, du coup, c'est le fait d'avoir encaissé un but, le fait de prendre un rouge, le fait de prendre un peu le bouillon contre un Nantes qui est avant-dernier de Ligue 1. Tout ça, en fait, c'est évitable. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des matchs qu'on se rend encore compliqués. Tous les matchs sont compliqués avec nous. Et clairement, même Rennes, moi j'y croyais. Tant qu'on n'a pas 4-0 ou 3-0 bien assis, quoi, des fois on se fait peur, quoi. Donc là, on avait même 3-0. Et on a quand même trouvé le moyen de se faire peur avec un but qui est complètement évitable, qui vient d'une erreur, ou même de plusieurs erreurs, et qui a été mal géré. Et un carton rouge, j'en parle même pas, on va en reparler après, mais c'est une catastrophe de prendre un rouge aussi débile. Voilà, donc tout ça c'est évitable, mais heureusement c'est Nantes en face, et on s'en sort. Mais clairement, ça a fait... ça a donné un goût on en a parlé en off, mais un goût inachevé, un goût de mauvais, vraiment, de cette victoire finalement, parce qu'on n'en ressort pas avec un mood très positif. Ok.
mon côté, ouais, le j'aime, ça va être ce gros temps fort d'une bonne grosse vingtaine de minutes, enfin peut-être même 30 minutes, où d'ailleurs Nantes va prendre l'eau et va accumuler aussi des erreurs qui vont coûter cher, parce qu'on marque aussi quand même sur des erreurs, hein. Il y a quand même un but qui est presque offert. Mais comme tu l'as dit, oui, il y avait eu des occasions avant. Donc voilà, c'est cette première mi-temps qui a été vraiment bonne. Où 3-0, c'est peut-être le minimum. Et ce que je n'ai pas aimé, bah, c'est que c'est encore un match où tu sors avec des blessures, enfin, un carton rouge, comme tu l'as dit. Mais là, ce qui me dérange le plus, c'est les blessures. On arrive à une échéance aussi ultra importante. Bah, pour nous, pour le club, c'est la dernière fois où on va vibrer peut-être cette saison avec cette double confrontation en Ligue des Champions lors des barrages contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va Euh, vraiment vibrer? Ça se trouve, on va très vite déchanter, quoi. On sait pas. Oui, mais bon, quand même, t'es là et tu te dis mardi soir, on a un gros match et puis un truc enfin, tu vois ce que tu ressentais peut-être pour la Coupe de France. Bon, enfin là, c'est peut-être moins jouable selon toi, mais ça reste quand même un événement qui permet de sortir de notre train-train quotidien qui est absolument morose et d'une tristesse absolue cette saison. Voilà, ça nous permet je sais pas, de penser un peu à autre chose qu'au championnat. Et on sait enfin, on montre souvent un autre visage durant cette compète. Donc, bon, c'est pour ça que je dis que c'est un peu notre enfin, une bouffée d'oxygène. Voilà, après, bon, c'est Paris. On va voir Paris qui a d'ailleurs qui a été battu contre Rennes qui mettait plus un pied devant l'autre. Donc, bon, enfin, voilà, il y a quand même pas mal je veux dire, d'ingrédients où la lecture de ce match-là fait qu'il y a des incertitudes quand même. Est-ce que ça va être le mode PSG de Marseille ou enfin le mode PSG Ligue des Champions surtout? Enfin bon, voilà. Il y a quand même pas mal de choses, moi, qui font tout simplement que j'ai envie de regarder ce match, quoi, parce que la Ligue 1, je n'en peux plus. Et donc, ce que j'ai pas aimé, c'est les blessures. Il y a Kliouche donc qui sort sur blessure. Il y a Camara, une incertitude. Il y a aussi Van der Sar. Enfin bref, voilà, ça fait beaucoup. Et comme c'est vraiment une belle saison de merde jusqu'au bout, bah on en a déjà assez des blessés. On a déjà assez eu des blessures. La plus importante, celle du gardien. Donc voilà, bref. La compo, changement de système. On sort Zakaria de la défense à 3 qui avait donné voilà, les motifs de satisfaction. Quentin pour un retour avec une défense à 4. Ouais, c'est un retour assez osé aussi parce que on pouvait se dire qu'on n'avait pas trop subi d'occasion. Enfin, en tout cas, on n'avait pas pris de but depuis que Pocognoli avait instauré cette défense à 3. Après, c'est vrai qu'on avait aussi un manque de joueurs, hein, d'effectifs qui nous contraignaient dans ce système. Donc peut-être qu'il est revenu à ça parce que c'était ce qu'il voulait faire à la base et qu'il avait les joueurs pour. Et effectivement, on a une charnière donc du coup KRFS qui est conduite avec un Zakaria qui remonte au milieu et qui fait toujours le même travail qu'il faisait même quand il était central, c'est-à-dire du dépassement de fonction et on le voit un peu courir partout. Et en plus à ce sac Camara, c'est vrai que ça rappelle quand même des bons moments de l'équipe, en tout cas voilà, un double pivot qui est quand même assez efficace et qui nous a ramené pas mal de points dans les saisons précédentes notamment. Donc ouais, un système assez logique avec une pointe en plus avec Balogun, hein, le classique, donc et surtout avec un Adingra qui est reconduit du coup là sur son côté gauche. Mais c'est vrai que finalement, à part ce changement de système, les joueurs étaient attendus quoi. Première fois qu'Adingra du coup va occuper son poste de prédilection, à savoir sur l'aile un peu plus haut, parce que dernièrement, enfin il me semble que contre Strasbourg, il a un peu fait du piston aussi. Je me souviens plus s'il a joué vraiment le rôle d'ailier ou de piston, mais en tout cas à Nice en première mi-temps c'était piston. Donc voilà, là on l'a retrouvé tout de suite très haut sur le terrain. Et bon, Pocognoli en après-match, on va dire, a justifié cette compo dans le sens où il s'attendait à ce que Nantes
soit sur une défense très regroupée avec qu'un seul attaquant finalement devant, une seule pointe, avec un bloc très bas. Donc pour lui, c'était justifié de repartir sur une défense à 4, même si voilà, lui, il a dit être plus familier avec le système de la défense à 3. Mais sur ce match-là, en tout cas, c'était plus judicieux selon lui. Et effectivement, on a bien vu qu'il a eu raison aussi dans son jugement. Mais voilà, face à Nantes, face à cet adversaire, c'était important là, d'être maître du jeu. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver sur ce premier acte, pardon, avec un Monaco entreprenant face à des Nantais qui, regroupés derrière, finalement, ne font preuve d'aucune animosité. Enfin, ils ont aucune situation et on a très vite le contrôle sur la rencontre, Quentin. Ouais, au début c'était un peu. Ouais, on a laissé un peu le ballon à Nantes, c'est vrai qu'ils pouvaient se procurer au moins des situations d'attaque, mais c'est vrai que très très vite on a basculé dans un moment fort de notre part, où ça a vraiment duré une bonne demi-heure, et ça s'est concrétisé par beaucoup d'occasions, et c'est vrai on pouvait avoir le sentiment de passer à côté de quelque chose au début, parce qu'on loupe des occasions quand même très, très grosses, hein. J'ai un souvenir par exemple la tête de Fez justement en plein dans Lopez qui fait un bon arrêt, faut le dire. Et après derrière on a aussi, juste avant on avait quelques frappes qui auraient pu faire mouche, en tout cas qui étaient bien placées et où Lopez était vigilant. Et donc là clairement après derrière voilà, moi ce que j'attendais en tout cas c'est de conclure ce temps fort, et en fait c'est venu heureusement pour nous d'une erreur de Nantes, et alors, un contrôle raté, enfin complètement lunaire de la part de celui qui s'est fait remplacer. Je sais même plus comment il s'appelle. Peut-être c'est Silla, Abakar Silla. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est ça. Et qui a commencé, ouais, qui a vraiment pas regardé là où le ballon arrivait, qui a tout simplement loupé le contrôle et qui a laissé échapper ce ballon. Et Balogun qui frappe et qui va heurter Lopez, et puis du coup Anningra qui était bien placé pour aller la placer dans les filets, et surtout ouvrir le score. Ça fait du bien, en tout cas on peut se dire que le plus dur est fait à ce moment-là, et en fait on continue à appuyer sur le ballon, et puis le deuxième but va arriver très vite. Ouais, le deuxième but va arriver très vite. Avant même enfin, je reviens aussi sur la tête de Fast là, qui est, Mm. voilà, t'es défenseur et encore plus, enfin, dans le domaine aérien, dans les 6 mètres, t'es censé, enfin, ne pas rater ce type d'occasion. Et avant ça, il y avait aussi une très belle situation pour Adingra qui se couche bien sur le ballon pour enrouler pied droit, et ça passe pas loin de la lucarne de Lopez, et donc il vient marquer ce premier but pied gauche, et ensuite on va le retrouver avec encore une perforation de plein axe, avec plusieurs solutions qui sont apportées à Golovin, et qui balle au pied va plutôt chercher Adingra, qui cette fois-ci du pied droit vient battre Lopez en la plaçant dans le petit filet. Donc là aussi frappe croisée. Bon, on se met à l'abri très vite, hein, et on a l'impression de revoir euh, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu enchaîner des situations aussi rapidement et enchaîner des buts. J'ai pas le souvenir que sous Poco, on ait eu ces vagues-là de manière répétée. J'avais plus l'impression de replonger sur la période Hutter, où par moment on était capable de faire ça, en tout cas. Donc voilà, et puis on va même encore aller plus loin, puisque 3 minutes plus tard, c'est cette fois-ci Zakaria qui va aller de son propre but. Et justement, Quentin, tu parlais du dépassement de fonction. Enfin, voilà, c'est ce qu'il est capable de faire. On le retrouve partout sur le terrain. Ouais, là il a suivi c'était Tabibou, je pense. Il a suivi au milieu de terrain un joueur qui recevait la balle. Et effectivement, donc il y a peut-être faute. Bon, en regardant l'action, c'est vrai qu'on ne voit pas trop jouer de ballon. Après, il n'y a pas non plus un contact énorme, et il le pousse un peu. Bon, visiblement pas une erreur manifeste, mais en tout cas, c'est lui qui récupère ce ballon très vite et qui va se mettre un peu dans cette attaque avec tout le monde. Au lieu de la passer, effectivement, il fait ce crochet et ce tir de droit qui vient se passer à peu près au même endroit que le deuxième but. Et c'est vrai que moi, premièrement, quand je vois le but, je me dis que déjà, c'est un peu bizarre que personne l'attaque. Enfin,
La défense nantaise était un peu aux abois pendant ces 5 minutes. Et Oui. il a tout, il est Ouais, dans un il y fauteuil a quoi, pour quasiment passer il cette y a un frappe. 4 contre 2 ou un 4 contre 1 quasiment. Enfin, c'est Ouais. n'importe quoi En de se tout cas, retrouver dans une situation comme il ça. place très bien sa frappe, et puis c'est vrai que 3-0 qui arrive tout de suite, on se dit que allez, c'est bon, c'est terminé, ça va finir en rouste, en valise ce match. Ouais, Mais bon, un peu heureusement il a comme la accepté. saison dernière, hein. On se Ouais, rappelle, du 7-1. Bon, même si, alors c'était Nantes qui avait ouvert le score, hein. Ils menaient 1-0, ouais, ça avait mis avant longtemps de avant de se décanter. Ouais. avant d'en prendre 7. Donc, oui, non, mais moi je trouve même que sur ce troisième but, c'est pas si bien mené que ça, parce que j'ai même l'impression que Zakaria perd son temps d'avance, et en fait il reçoit la balle un peu sur son pied gauche, donc il est obligé de refaire ce crochet intérieur pour se mettre sur son pied fort. Mais ouais, je la trouve pas si bien menée que ça. Mais bon, voilà, Ouais, ça marche. 3-0. Oui, oui, bon voilà, on va pas faire la fine bouche. C'est rare qu'on enchaîne aussi rapidement les buts. En tout cas, cette saison, hein, c'était encore jamais arrivé. Je suis même pas sûr que le 4-0 Rennes, c'est mieux réparti dans le temps. Euh, mais donc ouais, 3-0 face à une équipe, voilà, qui est malade, hein, enfin qui va être barragiste, voire pire. Donc bon, la hiérarchie est respectée, et c'est l'occasion aussi de soigner un goal average qui nous porte préjudice, on va dire, hein, parce on était dans le négatif jusqu'à maintenant. Et, euh, et voilà, dans cette deuxième partie de saison, il y a finalement peut-être un coup à jouer pour accrocher quelque chose là-haut. Alors, je parle pas de Ligue des Champions, hein, mais enfin bon, au moins pour se rapprocher et finalement peut-être espérer jusqu'au bout quelque chose, avoir quelque chose à jouer. Et donc je pense que le goal average sera important aussi. Enfin voilà, ne pas être à +1 comme c'est le cas actuellement. Bref, tout ça pour dire donc que va y avoir une situation pour Nantes, de revenir, et elle est un peu offerte elle aussi par la défense une nouvelle fois, Quentin. Ouais, malheureusement, sur ce côté-là où Kerrer, bah, pareil, un peu le même type de contrôle raté. Alors la balle elle est pas à terre, elle est un peu fuyante, elle rebondit. Mais ouais, Kerrer qui loupe complètement son contrôle, ou en tout cas, au moins son interception de la passe, et qui du coup se met en difficulté, pareil, avec un débordement d'un Nantais qui arrive du coup à centrer derrière, dans la surface, un peu en retrait. Et personne n'est là pour reprendre le pour reprendre en tout cas ce centre. Et puis c'est Fabien Santons qui est le seul à pouvoir tirer et à mettre cette balle. Alors finalement elle est pas très bien placée, hein. Elle est quand même assez axiale, elle est assez en force, mais elle est quand même arrêtable, je trouve, par un Keun qui plonge un peu bizarrement. Enfin, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais bon, après un but, enfin je veux dire, une frappe comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours arrêté. On va pas non plus lui tomber à fond dessus, mais bon, pour moi c'est le genre d'action où Keun doit faire quelque chose. Et en tout cas, il aura pas eu grand chose à faire pendant ce match, mais bah, là il aurait pu, quoi. Et on prend notre premier but en Ligue 1 depuis 3 matchs, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est qu'à un moment donné, on devrait pas prendre ce but, quoi. Surtout à 3-0, surtout juste avant la mi-temps, quand en plus Camara prend un jaune délibérément pour annihiler une action nantaise en tirant le maillot. Enfin, vraiment dans cette optique de pas prendre de but avant la mi-temps, de revenir dans les vestiaires tranquillement, sereinement, et en fait on s'en prend un, quoi. Donc, ouais. Et oui, et bah voilà, comme tu l'as dit, hein, ça faisait depuis le Havre, depuis le match au Havre, le 0-0, on avait retrouvé, enfin en tout cas des clean sheets consécutifs, puisqu'il y a eu le Havre, Rennes, Nice, et enfin je crois même avant le Havre, il y a un autre match, peut-être que je me trompe, faudra que je revoie dans le calendrier, mais donc voilà, on encaisse ce but, et pour moi il y a un coupable dans l'histoire, hein, c'est Thilo Kehrer, puisque enfin, il est censé prendre le contrôle du ballon, et il rate son contrôle, et donc ça remet en jeu le Nantais, qui ensuite peut aller centrer. Mais normalement, c'est une situation qui est censée être verrouillée par ton arrière-garde. C'est un ballon qui est complètement enfin, négociable. Donc voilà, ils leur ont offert un peu le but, et donc Kerrer, fidèle à lui-même, il y a toujours une cagade par match, un truc. Enfin voilà, donc même s'il a
on n'a pas fait le débrief du derby, hein, désolé, je crois qu'on s'est tous endormis devant. Même si, bon, la semaine dernière, il sort un but. On allait une nouvelle fois offrir à nos adversaires, hein. Mais ouais, donc voilà. 3 à la mi-temps, puis la seconde mi-temps, ça va être plus rapide, hein, Quentin. Il va pas se passer grand-chose, si ce n'est ce petit piment qui vient du coup donner un peu de suspense ou d'inconfort, en tout cas, pour les supporters monégasques sur cette seconde mi-temps, puisque Golovin va trouver le moyen de se faire expulser tout seul comme un grand. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il demande une main inexistante. On l'a vu dans les ralentis, il n'y a pas de main, il n'y a rien du tout. Donc il va voir l'arbitre, il lui gueule dessus en lui disant il y a main, il y a main. Enfin, il va aller montrer son mécontentement de façon agressive, inutile. Enfin, c'est comme d'habitude. De toute façon, ces joueurs-là qui sont censés avoir de l'expérience, enfin, le gars, il va avoir 30 ans, il sait toujours pas qu'il faut pas gueuler devant un arbitre comme ça. Enfin, il faut pas applaudir aussi parce que c'est pour ça qu'il se fait exclure après derrière. Bon, après, je veux bien que l'arbitre soit excédé et j'avoue son langage verbal était pas, enfin, c'est pas verbal, mais bref, je sais plus comment on dit là. Son attitude quoi était pas vraiment très adaptée, on va dire, parce qu'il était quand même agressif. Il lui a mis un carton jaune. Parler de langage corporel ouais, parce que le langage verbal du coup c'était plutôt Golovin. Mais voilà, non mais c'est vrai qu'on voit un peu c'était Vatelier hein, qui était vraiment complètement énervé de cette situation. Mais je me dis bon, c'est pas comme ça qu'on doit gérer ces cas-là, mais bref, c'est Golovin, moi je peux comprendre qu'il s'énerve, on va dire. Et en fait, le fait qu'il applaudisse comme ça, comme un débile, enfin moi c'est un abruti, sérieux de faire ça. Et en plus tout le monde se prend des rouges pour ça, des jeunes même. Enfin, Non, ce n'est. Mais tout le si, monde, non, si, tu non. regardes. Il y a que Al-Moustrati ou enfin tu vois des trucs comme ça. Enfin, Ouais. ce genre de carton, il n'existe. Enfin, moi, En fait, dans le milieu professionnel, ça n'existe pas. En fait, j'ai du mal à voir des cartons donnés C'est à ce moment-là, c'est si ce n'est normal. C'est normal. Monaco, les 2 fois contre Benfica, quand même assez incroyable. Oui. Enfin, En ouais, fait, alors si, il y en c'est a juste, peut-être quelques-uns c'est qui nous, on est tombent cons. aussi. C'est nous, en fait. Personne fait ça. Personne n'applaudit l'arbitre comme ça, en fait. C'est complètement con. C'est un truc qui est répréhensible. C'est normal de Déjà, on n'a gueuler pas un de jeune. vis et on n'a Voilà. pas de métier et on sait pas faire, en fait. Voilà, C'est c'est ça. incroyable. Et c'est Il y pareil, a Anderson, il absolument rien. s'en prend à chaque fois. Enfin, ils sont Ah, tous. c'est un con. Désolé, je le dis, hein, c'est tellement un con, Anderson. Un abruti. Ah oui, à Nice, il arrive à prendre un jaune. C'est simple, hein, il arrive jamais à ce que son adversaire lui prenne un jaune. C'est tout le temps lui qui va faire un écart dans le comportement où il va répondre. Et en fait, c'est tout le temps lui qui va se faire sanctionner et jamais la personne ouais, enfin, je sais pas, j'ai plus les mots pour ce genre de situation. Je suis totalement désabusé, mais Voilà, et puis bon, on peut que être déçu en fait de sa réaction, de comment il est. Moi, ça me rappelle les années où on parlait de Goebbels et de Pellegrini comme étant les ingénieurs des, des ingénieurs de l'équipe, quoi, qui se prenaient tout le temps des rouges débiles parce que c'est pareil, ils savaient pas gérer, ils gueulaient pour rien. Surtout Pellegrini, c'était vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et derrière, voilà, on a un Golovin qui vient. À chaque fois, c'est pareil, il va faire ça, et puis voilà, lui, et il il est vient quand se même pas faire mal parce complètement qu'il exclure en plus pour un match qu'on n'a pas, qu'on maîtrise quand même finalement, même si on fait 3-1, là je veux dire, ça reste Nantes, il n'y a pas de lieu de se faire expulser, de se prendre des jaunes pour rien. Déjà, tu prends ton jaune, tu fermes ta gueule et tu vas jouer, tu vas te replacer. déjà que c'est un jaune Enfin con bref, du coup. voilà. Voilà. Ah, voilà. Bon, Et je suis il y désolé, a mais aucune voilà, psychologie, hein, il y a enfin, zéro, et puis en plus, il a beau avoir fait 2 passes décisives, franchement, ça ne rachète rien du tout à son match. Donc je suis désolé, mais là, pour le coup, on aurait pu, dans n'importe quel autre match, en tout cas, un autre adversaire de Ligue 1, se mettre en difficulté à cause de ça. Et franchement, rien que pour ça, ça mériterait, enfin, vraiment, ça oui, mérite qu'il heureusement soit que sanctionné. Et j'espère qu'il sera sanctionné même par le club, enfin, comme, ouais. outre le truc classique, parce que franchement, ça m'énerve. Enfin, je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter ces conneries, quoi. Heureusement que ce n'était que Nantes en face, mais bon voilà, le truc c'est que Golovin il est coutumier du fait, c'est-à-dire que c'est le premier à lui aussi prendre des jaunes vraiment à la con. C'est bon, je pense qu'il connaît le contexte, il connaît l'arbitrage français, il s'en plaint tout le temps. Bon, bah, au bout d'un moment, ouais, tu arrêtes aussi de te mettre tout le temps en avant et de te mettre
en porte-à-faux devant ce type de situation, en fait. Et c'est récurrent. Donc lui aussi, son cerveau, il est trop souvent sur off. Ouais, il y a un gros problème. Et finalement, ouais, on n'est pas surpris. Donc, il va être suspendu contre Lens, bah, tout comme Vanderson d'ailleurs. Donc, il y aura déjà 2 absents là-bas. Est-ce que Les c'est deux vraiment si ingénieurs. grave que ça quand on voit la forme du gars? Enfin, moi, c'est bon aussi. J'arrive même plus à me dire, ouais, bah écoute, à Lens déjà, on se fait, on se fait, je sais pas, on se fait balayer là-bas souvent. On se fait À part le chicoter. 3-2. On se fait chicoter, ouais, exactement. À part le but de Minamino, là, le 3-2 sur la première de Majewski, voilà, qui était un peu le renouveau de l'ASM. Ouais, je sais pas, je me dis même pas que ça va nous porter préjudice, quoi. Ah, bah, après, le problème, c'est si t'as plus à Kliouche non plus. Même si voilà, je suis le premier à dire qu'il est très très mauvais. Donc est-ce que finalement ces absences vont nous causer du tort? Bon, ça restera à voir. Ouais, Mais mais voilà, c'était clairement. un peu l'événement de cette seconde mi-temps. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, peut-être sur les contres mal négociés, les occasions de 4-1 ou les Ouais, situations on mauvaises. aurait pu en mettre. Il y a des comptes qui sont effectivement mal négociés où la balle est trop mis en profondeur, avec trop de puissance. On l'a vu aussi contre Nice plusieurs fois. C'est pas la première fois que c'est le gardien adverse qui arrive sur la balle avant Biarritz. Peut-être qu'il court pas assez vite, je sais pas. Mais à mon avis, c'est surtout la passe qui est pas très bien ajustée. Et ouais, donc clairement, on a l'occasion, mais bon, c'est anecdotique. Finalement, Nantes réussit même pas à faire quoi que ce soit, même s'ils ont la possession et qu'on on fait une attaque un peu défense, on se fait un peu peur. Ça reste quand même Nantes et on finit ce match finalement assez tranquillement. Ouais, bon, il y aura eu 2-3 situations où des gars tombent dans la surface, des suspicions de penalty. Il y a un but qu'on prend un peu gag, mais qui est signalé pour hors-jeu, où Faz veut absolument intervenir avec son pied droit d'extérieur alors qu'il a un pied gauche, mais je pense que du coup, il a vraiment pas de pied gauche. Et c'était ouais, sur un retourné un peu bizarre, un peu foireux d'El Arabi, mais logiquement refusé pour hors-jeu. Voilà, après, que dire, une ambiance cataclysmique au Louis II avec bah, du coup des supporters des deux camps qui font grève aussi. Euh, Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin bon, ouais, c'est vrai que c'est assez triste même pour Adingra qui ouvre son compteur chez nous et qui dit voilà, je marque devant mes supporters. Et bon, on était, je sais pas, il devait y avoir à tout casser 2000 personnes, peut-être même pas au Louis II, j'ai pas regardé l'affluence, mais bon. Donc, triste match. Moi, clairement, je me suis fait chier. Enfin, je sais pas, à un moment, je l'ai regardé plus que d'un œil. J'étais plus trop devant, l'intensité était nulle, on s'emmerdait vraiment. Donc voilà, un match un peu pourri quand même, mais une belle première période. 5000 personnes Euh, quand même au Louis de 5200 personnes. 5002, ouais, Ça se voyait pas. selon les autorités locales, enfin selon les supporters et combien selon le gouverne, bref, à voir. Mais bon, tout ça pour dire, on n'a pas parlé des faits un peu euh, importants du match, à savoir la sortie avant la mi-temps sur blessure, donc d'Akliouche qui en fait a glissé plusieurs fois, a pris des coups. Il est resté sur le terrain, puis en moment, il a dit bon, allez, c'est bon. Là, je le sens plus. Bon, il y avait 3-0 aussi. Est-ce que ça a facilité dans sa prise de décision? Mais je pense surtout qu'il y a une échéance importante et il veut maximiser ses chances d'être présent. Mais Pocognoli l'a dit, Quentin, c'est rare de le voir demander à sortir. Ouais, puis en fait, ça aurait été, tu vois, une question de on va le préserver, ça aurait été à la mi-temps, quoi. Pas à la 41e minute où on le force de sortir. Tu te tues une session. Ouais. Et, alors il y a ça et aussi le fait que ça veut dire qu'il pouvait absolument pas continuer, donc ça craint un peu, on va dire sur le coup. Moi, j'ai quand même un peu peur physiquement que ce joueur commence à payer un peu toute la saison parce qu'il a quand même joué beaucoup de matchs. Et là, on arrive en plus à une grosse échéance, comme tu le dis, donc ce serait dommage de le perdre à ce moment-là. Là, on a plus besoin de lui. Bon, après, voilà, moi, enfin, il y a tellement de moments où il y a des joueurs qui sortent sur blessure et finalement on les revoit le match d'après.
avec Balogun, avec même Vanderson en soi sort sur blessure, Camara aussi. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Enfin, je me dis qu'à un moment donné, bon, voilà, ça reste des joueurs qui ont pris des coups et peut-être que ça ira beaucoup mieux juste après. Donc, à voir. Oui, pareil pour Camara, où lui, on a plus l'impression que c'est de la précaution. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a dit Poco en après-match. Et puis donc, ouais, il y a Vanderson aussi. Voilà. Il prend un gros coup sur le genou en fin de première. Bon, il est quand même là en seconde, puis il accuse bien le coup à la fin. Il sera remplacé par Diatta. Zakaria sera sorti aussi vers la 70e pour laisser place à Thésée. Et puis Akliouche aura été remplacé par Koulibaly. Voilà un petit peu pour ce qui est des changements. Je crois en avoir oublié aucun. Ah oui, et Balogun qui sort pour Biarrette avec Fati qui rentre. Ouais. Ok. Voilà, top et flop, Quentin, pour terminer ce débrief. Ouais, bah rapidement, moi j'ai Adingra, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était un très bon match de sa part. On l'a vu aussi même actif, que ce soit au niveau de ses buts et donc du fait qu'il était décisif et en même temps dans cette conservation de la balle, dans ces différences qu'il a pu faire aussi par le dribble. Je crois que ça doit être le joueur qui a le plus dribblé, le réussi de dribble en tout cas de la. Enfin, tenté ou très réussi, je ne sais pas, mais de la partie. Et ouais, direct des différences carrément dans la surface où il a pu assainir, enfin mettre des centres vraiment qui étaient quand même pas mal. Et puis ouais, derrière, bah, il marque 2 beaux buts, donc très bon match de sa part. Moi, j'espère revoir un Adingra aussi décisif et aussi bien placé. Et puis voilà, toujours dans ces actions-là où pour le coup, lui, il a bien géré ses actions. Donc voilà, à revoir. Bah là, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment le joueur percutant que j'avais pu voir quand j'étais à Brighton, avant qu'il se perde. Je me souviens plus ce qu'il fait comme mouvement, mais il s'est perdu un peu par la suite. Mais ouais, voilà, dans la percussion, dans l'élimination, et pour une fois aussi moins brouillon aussi dans ses tentatives de dribble, puisque jusqu'alors je l'avais trouvé vraiment très, très mauvais, balle au pied dans l'élimination. Enfin, je me souviens du match contre Nice où même des fois il marche sur le ballon, il fait ses passements de jambes. Enfin, c'était presque ridicule, hein. Et à Strasbourg aussi. Mais voilà, là, il a été vraiment en forme et bien inspiré. Il a rentré aussi des petits ponts, il a provoqué des fautes. Donc voilà, c'est le genre de joueur qu'on n'a pas, justement, l'ailier un peu percutant par le dribble. Moi, que je pensais avoir par l'intermédiaire de Fati, mais finalement, non, c'est pas du tout ça, en fait, ce type de joueur. Donc voilà, vraiment un bon ailier. Puis. Qui peut s'avérer adroit devant le but. Et vu comment notre ligne d'attaque m'exaspère au plus haut point, surtout quand on doit mener un contre ou lorsque Balogun a le ballon dans les pieds, il se passera pas grand-chose. Et puis je repense aussi à ces situations de contre à Nice qu'on a foiré, un 3 contre 1 contre Dante. Voilà, moi je commence à en avoir vraiment marre de tout ce qu'on a devant, donc avoir un nouveau visage et puis en plus qui est qui est performant, moi ça fait le plus grand bien. Un autre top éventuellement. Ouais, j'avais Zakaria, je sais pas si je voulais en parler. Ouais, mais vas-y. Bah écoute, ouais, moi j'ai toujours bien aimé Zakaria qui était remis un cran plus haut au milieu de terrain. Bon, il a marqué un but hein, quand même, faut pas l'oublier. Ça arrive pas forcément souvent et comme j'ai dit, toujours un joueur qui sait aller en attaque comme en défense, balle au pied, qui sait déborder sur le flanc, qui a une pointe de vitesse, qui a la technicité, qui a tout ce qu'il faut en tout cas. J'ai pas trop compris pourquoi il était sorti. Parce que après qu'on ait pris le rouge, c'est quand même un joueur qui pouvait être important dans ses récupérations, dans cette défense. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bon, il faut aussi voir les échéances à venir. Puis finalement, Thésée, bon, a pas Oui. fait le. Parce que moi, ce que je disais, c'était, enfin, je voyais on a eu ce débat là en interne avec Alessandro.
où il l'aurait pas sorti parce que, enfin, je crois aussi Patrice, il l'aurait pas sorti parce que 3-1, on est à 10, enfin on se met sous pression quoi. Mais bon, en même temps là, il joue plus défenseur central, même si déjà en tant que défenseur central, bah il était au four et au moulin et on le voyait même se projeter devant, se créer des occasions. Je me souviens de son match XXL à Nice, qui est très fort, même dans la manière dont il a muselé Wai, alors que il est grand, il est lourd, et que Wai est quand même censé être plus rapide, plus explosif en tout cas. Il l'a muselé. Et bon, là, en tant que milieu de terrain, forcément, tu as plus de volume, tu as plus d'intensité, plus de courses, plus de terrain à couvrir. Tu fais un peu l'essuie-glace. Donc, bon, pour moi, ça me paraît logique de le préserver aussi, de ne pas le cramer. Sachant qu'il revient très bien là, franchement il est constant, ça y est là, c'est le vrai Zakaria qu'on a eu. On a pu s'en plaindre beaucoup lors de son retour, mais voilà, faut se dire aussi qu'il a été blessé puis suspendu deux ou trois matchs, donc complètement à court de rythme. Il avait que la Ligue des Champions pour reprendre un peu. Donc c'était une période délicate et là ça y est, là il est vraiment lancé jusqu'à sa prochaine blessure évidemment. Mais Non, voilà, puis ouais, il s'épanouit plus au milieu qu'en défense, c'est clair. Bah, oui, c'est con. Enfin, d'un côté, il apporte cette sérénité qu'on n'a pas derrière quand il est là. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est quand même un plus pour l'équipe. Mais et puis, il a cette tendance à, tu vois, toujours faire ce dépassement de fonction. Donc, tu le retrouves quand même par à coup, même s'il joue défenseur central, il sera toujours un peu milieu. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage de se priver finalement de sa capacité à tout faire sur le terrain. C'est bien de l'avoir dans le cœur du jeu, qui est quand même voilà, un domaine ultra crucial. Voilà, c'était à la fois un mini débat finalement. Est-ce que Zakaria, plutôt dans une défense à 3 ou au milieu de terrain, on vous laissera juge. Et évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner aussi, vous, votre point de vue. On termine là-dessus. Donc le prochain rendez-vous, c'est mardi soir, Pas de flop? 21h. Oui, tu voulais faire un prono peut-être? Non, un flop, Ah oui, flop. Oui, vas-y, pardon. quand même. Non, ben, en fait, moi, j'en avais gros sur la patate sur. Alors, j'ai parlé un peu de Keun et tout ça, qu'il aurait pu. Enfin, moi, pour moi, voilà, c'est pareil, il a un arrêt à faire, il le fait pas. Mais c'est surtout Kehrer, quoi, clairement, et faut le rappeler, faut rappuyer un peu là-dessus, que ce mec-là, à un moment donné, il nous coûte des buts. Il nous en a coûté un aujourd'hui encore. Et ouais, ça m'énerve un peu que. En fait, cette inconstance, tout ça, enfin, j'adore le mec, hein, mais franchement, à un moment donné, il faut un vrai défenseur à la place de Kehrer dans cette charnière. À la limite, si on prend une charnière à deux, qu'on est Fez, mais qu'on ait quelqu'un avec, et pas Kehrer. Et en plus, qui prend en plus le capitana à chaque fois que Zakaria sort, tout ça. Enfin, en fait, Ouais, à chaque fois, je dis j'adore, mais clairement, il n'est pas au niveau dans plein de domaines. Et contre Paris, moi, ça me fait très très peur de le voir. Encore une fois, tu l'as dit, il nous sauve un but contre Nice, mais ça, c'est pareil. On il nous en coûte un par match. Enfin, voilà, c'est ça. il nous coûte au moins un XG par match, le gars. Ouais, c'est ça. Et j'en profite pour parler de ce truc-là, parce qu'encore une fois, on a voulu sauver une sortie de but de façon complètement lunaire, et on a failli s'en prendre un de Sofiane Diop, là. Enfin bon, c'était complètement encore incroyable. Il y a Zakaria dans le lot, d'ailleurs. Et bref, et donc, ouais, Kehrer qui est là, qui fait une petite je sais pas, un saut carpé là pour aller chercher la balle. Mais bref, là pour le coup, ce but-là est pour lui. Après, bon, c'est pas non plus le match le plus scandaleux de l'année, quoi. Mais moi, c'est clairement ça s'accumule à chaque fois et ça m'énerve un peu. Je me dis que on a mieux, on a moyen d'avoir mieux. Ça m'embête un peu qu'on est obligé de se le trimballer à chaque fois et que c'est pas lui qui est blessé plutôt que certains autres défenseurs centraux qu'on a. Mais bon, à voir. Voilà, c'est juste ça. Moi, je voulais parler de ce mec en flop. Ok, ouais, bon bah ouais, on peut mettre Keun aussi avec des sorties hésitantes et il n'y a rien de maîtrisé et voilà, malheureusement, on pourra rien espérer de plus avec un gardien comme ça. C'est encore une fois assez incroyable que notre gardien titulaire, alors incroyable. Bon, parce qu'avec son âge, on pouvait s'en douter. Je sais pas. En tout cas, au Bayer Leverkusen, il avait plutôt l'air d'être épargné par les blessures. Mais bon, quand on garde un titulaire, il prend 2 fois 3 mois, un coup le genou droit, un coup le genou gauche. Bon, voilà. Excusez-moi, mais
Maintenant, j'entends les Lensois qui chouinent parce qu'ils ont 2 blessés en défense. J'ai juste envie de tous les démarrer. Et voilà, nous, notre saison, elle est vraiment noire là-dessus. Donc voilà, à voir aussi la gravité ou non des blessures contractées, notamment celle pour Akliouche. Ce qui va manquer ce rendez-vous mardi soir prochain. Voilà, ce sera l'occasion aussi pour nous de se retrouver. Peut-être, peut-être pas. Bon, généralement, en Ligue des Champions, normalement, il y a un peu de monde qui est présent. Peut-être même que Rome sera là, mais bon, il y a encore les JO, alors on sait pas. Je pense. Ouais, mais bon, là, je sais pas. Peut-être qu'il se mettra quand même peut-être sur le téléphone en petit écran, vite fait le match. À voir. Et que je te propose de faire des pronos pour savoir. Peut-être qu'il se fera un malin plaisir de nous défoncer sur les pronos. Ouais. Tu veux que je rappelle ceux d'avant ou pas? Juste Ouais, comme ça pour le plaisir. Bah, du coup, Pat avait dit qu'on gagnerait pas à l'issue des. Alors attends, on parle de quel match? minutes. Parce qu'il faut revenir. Et alors là, on parle de Strasbourg. Et oui, Strasbourg. cette élimination en Coupe de France, on l'a évoqué, on a un tout petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on n'est plus en Coupe de France, vivement à la fin de saison, tout ça. Et Pat a eu son prono puisqu'il avait dit qu'on gagnerait pas à l'issue des 80 minutes, et il a eu raison. Et après, moi j'avais dit qu'on allait au tir au but, effectivement, nous ne sommes pas allés, et Damien s'est encore plus planté puisque nous n'avons pas gagné 3-2, contrairement à ce qu'il a pronostiqué. Bien, et maintenant, depuis, il y a eu 2 matchs, Strasbourg et Nice. Il y a eu Nantes maintenant, et ensuite, il y a ce match aller contre le PSG. Et toi, alors, quel est ton prono? Je vais mettre que Monaco ne perd pas. Monaco ne perd pas. Alors, sachant qu'on est à Monaco, on précise quand même. Oui. Bon, j'ai été voir les cotes un peu pour m'imprégner un peu de ce que disent les bookmakers. J'ai vu que c'était 1,50 Paris, mais j'ai pas regardé nous. Ouais, c'est ça. Alors nous, on est à 5,40, c'est catastrophique. D'accord. Alors, je me suis dit... Rennes était à 6,50 hier. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir juste la cote de Paris se qualifie sur la double confrontation. On est à 1,10, c'est vraiment pas, pas très élevé. Ça vaut pas trop le coup. 1,08 même j'avais vu. Donc, voilà. Ça vaut pas trop le coup de parier contre nous. C'est pire que tout. Non, mais ouais. Et moi, clairement, je sais aussi qu'effectivement, on s'est élevé notre niveau de jeu en Ligue des Champions. Je suis d'accord avec ça. Peut-être que même on va y croire un moment. C'est possible. Tout est possible. Mais Paris, ça reste c'est possible dans le foot. C'est ce que tu essaies de nous dire là ce soir. Ouais, exactement. Et ça, je pense que personne l'avait vu avant que je le dise. Vraiment. Et non. Et Paris, on est d'accord. Ça reste quand même un club qui, dès qu'il y a un peu d'enjeu. Alors, ça va faire un peu mentir ce qu'ils ont fait contre Newcastle à la fin de cette phase de ligue. Et puis, de toute façon, ils l'ont fait l'année dernière aussi. Mais bon, ils vont savoir élever le niveau de jeu. Contre Monaco, bon, ça reste un club. Soi-disant, on est en leur bête noire. D'ailleurs, on n'est plus leur bête noire parce que c'est Rennes maintenant qui nous est passé devant sur le nombre de défaites. Ouais, mais je pense que c'est depuis l'RQSI, non? Ouais, voilà. C'est ça, voilà. Okay. Mais bref, tout ça pour dire, je pense que le PSG va quand même prendre le dessus et clairement, je pense qu'on n'aura plus aucun espoir après ce match. Allez. Ah ouais, je pense que la qualif est déjà actée quasiment, ouais. C'est-à-dire qu'on va perdre 2 buts. On aura 2 buts d'écart à remonter dès le match aller, donc ça va être très compliqué. On va y aller un peu, je sais pas comment on va y aller, mais en tout cas, on va y aller vraiment sans espoir. En Birk peut-être, ouais, éventuellement. Peut-être qu'à la Jardim, on ira mettre l'équipe B, l'académie, quand il s'appelle encore, le groupe élite. Le groupe élite, voilà, merci. Ouais. On ira mettre le groupe élite contre le PSG, pour qu'ils aient un match, pour qu'ils statent un match en Ligue des Champions. Non, vraiment, peut-être qu'on va y croire, mais peut-être qu'on va se prendre aussi, en tout cas jusqu'à la fin du match, et on va peut-être se prendre quelques buts à la fin. Donc pour moi, on va perdre quelque chose comme 1-3 ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, mon prono, c'est 2 buts d'écart. On va se prendre 2 buts d'écart par le PSG. Ok. Écoute, ce sera l'occasion de voir si on a eu bon ou pas, si on a eu le nez creux. Qu'est-ce que je voulais te dire? Juste faire un point classement. Bon, là, actuellement, l'OM est en train de mener 1-0, mais au niveau du classement, c'est un peu dommage finalement que Rennes prenne les 3 points, parce qu'on aurait pu les dépasser. Donc, on revient. Là, on est 7ème actuellement. À seulement. Seulement. On est à 11 points. 11 points de la 4e place, alors que Lyon n'a toujours pas joué. Donc, la Ligue des Champions, c'est très très loin. Mais donc, on est seulement à 3 points de Rennes, qui est 5e.
Et donc, c'est la place européenne. C'est le dernier ticket. Enfin, sauf si la Coupe de France, finalement, tombe entre les mains d'un des membres du top 4. Donc, voilà. Affaire à suivre. Prochain rendez-vous, Quentin, ce sera donc mardi 21h au Stade Louis II pour le match de Ligue des Champions. Monaco recevra le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounégou. Et bisous.